Alors justement, parle-nous un peu de l'accueil. Je vais commencer par là, que tu as reçu hier de tes coéquipiers, avec la petite fête qu'ils ont fait et tout, qu'on a vu sur les vidéos. Comment tu as ressenti ça voilà. Déjà, faut savoir que c'était une surprise. Je savais pas, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis rentré, j'étais fatigué. Pour moi, je partais à la maison pour me reposer. Et là, je vois le chauffeur me conduire directement au stade. Et là, je vois toute l'équipe qui est là, qui m'attend. C'était un moment spécial, c'était bien. J'ai vraiment bien aimé, voilà quoi. Ça fait plaisir de savoir que j'ai des potes ici qui suivaient la compétition et qui étaient contents pour moi aussi. Donc voilà, ça peut faire que du bien. Ils t'ont fait quoi comme surprise exactement quand t'es arrivé? Je suis entré, ils ont commencé à applaudir. Et ils m'ont mis un chapeau et des guirlandes, tout ça. Moi, c'était sympa, c'était un petit truc, mais c'était bien. J'ai vraiment aimé, ouais. Est-ce que tes copains, comme tu dis, ils t'ont aussi soutenu pendant la compétition? Ouais. Plein de messages, pour justement te porter à distance? Ouais, bien sûr, je recevais des messages dans le groupe WhatsApp de l'équipe. Et il y a d'autres aussi qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, d'autres sur WhatsApp aussi. Et tu as senti le soutien aussi du club, puisque ouais, bien sûr. Au final, Mathieu, Polo sont venus te... Bien sûr. Tu pouvais pas jouer, tu étais suspendu, ils sont venus te voir, ils ont regardé le match avec toi. Ouais. C'est important ça aussi pour c'est important. C'est important. Tous les matchs d'ailleurs, le club faisait des posts. À chaque match de la Côte d'Ivoire, le club faisait des posts pour dire qu'il jouait et tout. Donc c'est bien de savoir cela. Et comme vous l'avez dit, il y a Mathieu et Polo qui étaient à Abidjan pour la demi-finale. J'étais encore surpris de les voir parce que je ne savais pas qu'ils étaient là. Ils sont venus vers moi et je dis ah ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout. Ils ont dit ils sont là pour la demi-finale. Non, c'était bien. Le fait de savoir qu'il y a le club qui me soutient, il y a tous mes potes qui me soutiennent, ça donne un plus à la tête, au mental, on va dire. Est-ce que tu peux nous décrire du coup le bonheur, la sensation que tu as ressenti au moment où l'arbitre il a donné le coup de sifflet final, ou le stade, on imagine, on l'a entendu à la télé, mais j'imagine que dans le stade ça devait être encore plus fort, il a explosé. Voilà, décris-nous un petit peu la sensation. Magique. C'était un peu comme dans un film et tout. Surtout quand on voit le parcours de la Côte d'Ivoire, on venait de très très loin. Donc au coup de sifflet final, on se disait ouais, on a réussi à le faire quand même. Et tu vois qu'il y a des milliers de personnes qui sont heureuses grâce à ce qu'on a réalisé là. Il n'y a pas de mots parfaits pour décrire, on va dire. Et le faire à la maison en plus? À la maison en plus. Ça arrive qu'une fois dans la vie, on va dire. Toutes les équipes qui organisent des compétitions se font sortir très rapidement, d'autres même qui perdent des finales et tout. Mais nous on l'a fait, on a remporté ce titre-là à la maison. C'est encore un peu plus spécial, on va dire. Tu parlais d'un parcours spécial, ouais. Avec le sélectionneur qui est parti en cours de compétition. Est-ce que tu considères que ça vous a donné un supplément d'âme, une force supplémentaire? Ces événements, ça vous a encore plus soudé et renforcé tous les coups durs que vous avez justement vécu pendant la compétition? Bien sûr, mais après je pense que même si le coach Gasset il restait, peut-être qu'on allait avoir ce même parcours-là. Parce que je pense plus que c'est le 4-0 contre la Guinée équatoriale qui nous a plus unis, qui nous a plus réveillés. Ça nous a mis un gros coup sur la tête. Et là, on s'est dit, si on a une petite chance de se qualifier, il va falloir faire plus, il va falloir montrer une meilleure image de nous, une meilleure version de nous, une meilleure version de la Côte d'Ivoire. Et dans la foulée, il y a eu la démission du coach Gasset. Mais je pense quand même que même s'il restait, ça allait être pareil, quoi. Moi, j'ai été marqué justement, évidemment, j'avais tous les matchs. Et après la défaite, la gifle prise contre la Guinée équatoriale qui fait mal, j'ai l'impression que c'est toi qui l'as le plus ressenti. On te voyait, tu pleurais, on raconte dans le papier de mon collègue qui était là-bas. Tu étais vraiment effondré dans le vestiaire, c'était vraiment très très dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as rebondi parce que tu étais quand même au fond, après 0-4, on pensait que c'était fini, tu pleurais. Voilà, comment tu as vécu ça et comment tu as pu rebondir derrière ça Après le 4-0, je me sentais dévasté, effondré, comme vous l'avez dit. En même temps, quand tu prends 4-0 devant ton public, tu te sens, je sais pas, triste. Tu te dis que ouais, tu as trahi la nation, tu as trahi le peuple ivoirien, toi. Donc j'avais tellement mal que j'arrivais pas à avoir les mots, j'arrivais pas à m'exprimer. Il n'y a que les larmes qui sortaient. C'est-à-dire ce que je ressentais, ça sortait que par, ça s'exprimait que par les larmes.
Donc, mais après, je suis pas quelqu'un qui reste beaucoup. Je réfléchis pas beaucoup, je suis toujours pas aller de l'avant. Donc, dès le soir où le Maroc a battu la Zambie et qu'on était qualifié, tout de suite là, je me suis replongé dans le prochain match. C'est-à-dire, je me suis mis en mode huitième de finale face au Sénégal. Donc, c'était un peu ça. Est-ce que justement, tu as pensé à remercier Younis et Amir qui ont joué ce match-là, parce que Younis était titulaire contre la Zambie, il a joué 80 minutes. Amir, c'est le seul match où il est rentré 80 minutes. Est-ce que tu les as remerciés? Ouais, tout le temps. Tout le temps, même hier quand je suis arrivé, je les remercie encore. Après la finale, d'ailleurs, j'ai pris le drapeau marocain du stade jusqu'à l'hôtel. Ouais. Maroc, c'est des frères, quoi. Ouais, c'est des frères pour la vie. On finira pas de leur dire merci, c'est grâce à eux. Est-ce que tu peux nous décrire aussi ce quart de finale particulier pour toi, où tu offres la victoire, tu enlèves ton maillot, tu prends ce carton rouge qui te prive de la demi, c'est plein d'émotions fortes en une fraction de seconde. Ouais. Décris-nous un petit peu ta ascenseur émotionnel. Je suis devenu fou, je l'ai dit. J'ai pas pensé, j'ai tout oublié là. Tout oublié là. En plus, c'était un match spécial, un derby face à un pays voisin, le Mali. Là, ces dernières années, ils ont produit, ils ont fait sortir plein de bons joueurs. Disons, je vais dire qu'ils sont à leur prime, on va dire, le Mali actuellement en termes de football. Et il y a la Côte d'Ivoire qui est une grande nation de foot, mais qui peine un peu dernièrement là, sur ces dernières années à retrouver son meilleur niveau. Donc, et en plus, ils n'ont jamais battu la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Donc pour eux, c'était l'année parfaite de dire que ouais, le Mali est là, le Mali est un grand pays, il fallait le faire. Et ils avaient plus de certitude que nous. Nous, on savait cela. Et dans le temps, ils ont commencé à nous mettre la pression, on a reculé. Ils devaient nous tuer, mais on va dire. On souffrait, on a pris un carton rouge, tout ça. Donc, quand je mets le but, il y a tout ça là qui passe rapidement dans ma tête. L'histoire qui est entre ces deux pays, entre les supporters, la difficulté qu'on a rencontrée jusqu'à cette période-là, le scénario du match, c'était plusieurs émotions à la fois, tu vois. Mais ça passe vite, tu vois, je suis devenu fou, j'ai oublié même que j'avais déjà un jaune, j'aurais dû le maillot. Mais... Voilà quoi. Est-ce que tu t'en es voulu sur le coup? Pardon? Est-ce que tu t'en es voulu Ouais, bien sûr, parce que le match n'était pas fini. Même s'il restait 1 ou 2 minutes, le match n'était pas fini. Après, quand je me rends compte que j'allais avoir un deuxième jaune, je mets la main sur la tête, je dis ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Et en même temps, je me disais, si je sors, si je pars dans les vestiaires et que le Mali égalise, ça sera de ma faute. Parce qu'on était déjà à 10. Et avec ma sortie, on passait à 9. Donc je m'en voulais un peu sur le coup. Est-ce que du coup, ça a été un moment, je mets des guillemets, horrible, cette demi-finale, pas loin du terrain, à la regarder alors que tes coéquipiers... Ouais, horrible, ouais, un peu quand même. Parce que c'est là que j'ai ressenti plus la pression pendant la demi-finale. J'étais dans les tribunes et tout, mais mon cœur n'arrêtait pas de battre. Quand je suis sur le banc ou sur le terrain, ça va. Là, je suis enthousiaste, je veux montrer de bonnes performances, de belles choses. Là, ça va. Mais des tribunes là, c'était horrible. C'était horrible, il y a mon cœur qui battait vite là. Et à chaque fois, je me disais, et si on perd le match? Je vais m'en vouloir, hein. Je me dis peut-être que j'aurais pu apporter quelque chose d'autre, tout ça. Donc il y avait ce sentiment-là qui passait à tout le monde dans ma tête jusqu'au coup de sifflet final. Et heureusement qu'on a gagné ce match-là après. Ça a duré quoi, 2 minutes? Parce qu'il y avait encore 2-3 minutes après ton discussion, c'est ça? Parce que tu me l'as 122e le but. Ouais. Il y a eu 2-3 minutes, je vais dire. Mais c'était 2-3 minutes qui t'ont paru très très longues, c'est ça? Non, après je parlais pas de ça. Lui, il me parlait de la demi-finale. Ah, la demi? Ouais. Et les 2 minutes où justement, ouais. elles ont paru longues? Non, pas trop. Mais c'est passé vite. Qu'est-ce que ça te fait plus largement si on prend un petit peu un caractère historique d'avoir apporté à la Côte d'Ivoire, toi personnellement, d'avoir fait partie d'une aventure collective qui a apporté un titre à la Côte d'Ivoire, et puis à l'échelon du club, tu es le 5e joueur du Stade de Reims à remporter une CAN. Est-ce que tu mesures un petit peu ce que ça représente comme stat? Pas vraiment. Je pense que nous, on est joueurs, on est dans le feu de l'action, donc il y a des trucs qu'on ne réalise pas vraiment. Après, c'est vrai, quand tu fais ce genre de performance, quand tu sors de ce genre de compétition, tu es vraiment fier. T'es heureux, t'es content, bien sûr, mais je pense pas qu'on réalise vraiment ce qui se passe. C'est après, avec le temps, qu'on se rend compte de ce qu'on a réalisé, je pense. Là, tu réalises du coup? Là, je me dis, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, de magnifique et tout, mais
Pas plus, quoi. Est-ce que du coup le fait d'avoir participé à tout ça, d'avoir vécu ça, c'est pour toi, peut-être la réponse est dans la question, mais la plus belle émotion que tu as vécue depuis que tu es footballeur? Bien sûr. Bien sûr, ouais. De loin. J'avais jamais ressenti ça auparavant. Surtout que nous, comme je l'ai dit, on venait du fin fond du trou, on venait de très loin. On avait commencé la compétition d'une manière horrible, on va dire. Et à partir de la deuxième phase, des huitièmes de finale, on croise le Sénégal, on est mené, on égalise à la dernière minute, on va dire. Et on part jusqu'au tir au but, on gagne le match au tir au but. En termes d'émotion, des sensations, c'est grand, c'est quelque chose d'énorme. Et en quart de finale encore, on est mené jusqu'à la dernière seconde où on égalise, on part dans les prolongations, je marque le but de la fin, tu vois. Donc c'était trop d'émotions fortes, des émotions que j'avais jamais ressenties auparavant depuis que je suis footballeur. Et est-ce que tu penses justement qu'avec cette CAN, tu as vécu des émotions accélérées extraordinaires, tant sur le plan émotionnel que sur le plan sportif, tu es un jeune joueur qui a 20 ans, est-ce que tu peux dire que ça te fait grandir d'un coup? C'est fabuleux dans une progression, parce que tu es un joueur qui cherche à progresser forcément. Bien sûr. Est-ce que cette CAN, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, voilà, est-ce que tu ressens que ça peut te faire grandir vraiment, bien sûr, progresser d'un coup? Bien sûr. Bien sûr, parce que on sort pas d'une CAN sans apprendre, et on n'est pas vaincu d'une CAN sans avoir appris plein de choses. Là, en termes de maturité, on va dire, ça me donne beaucoup plus d'expérience, on va dire, beaucoup plus d'expérience, et aussi beaucoup plus de caractère, de mental, tout ça. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, voilà, là, c'est... Il n'y a rien à perdre, quoi. J'ai tout à gagner, oui. À moi d'aller chercher ce qu'il faut. Voilà. Et est-ce que tu peux nous décrire aussi, on a parlé tout à l'heure du fait de le faire à la maison, chez vous, dans votre pays. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'après, la célébration avec le peuple ivoirien, et tout ce qui a pu se passer après, parce que ça aussi c'est des trucs qu'on vit peut-être qu'une fois dans sa vie, d'avoir ce genre de moment. C'est ça. Après, ce qui se passait après, c'était plus fatigant même que le match, on va dire. On a fait le tour de la ville, le tour de la capitale, Abidjan. On a tourné, on a présenté le trophée à la population et tout. Et après, on s'est retrouvé dans le grand stade du pays. On a célébré avec les supporters. Encore une fois, c'est des moments magiques, c'est des moments exceptionnels. Comme je l'ai dit, c'est peut-être des trucs qui arrivent une seule fois dans la vie. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup des pays qui organisent des compétitions et les remportent devant le peuple, devant le public. Donc c'est des moments qui restent gravés dans les mémoires et dans les têtes, on va dire. Est-ce que du coup il faut aussi un petit peu atterrir pour passer de cette effervescence-là, cet incroyable événement avec ce titre, au retour à ton quotidien finalement, le championnat, le club? Est-ce qu'il y a aussi besoin t'as eu besoin à un moment donné de te dire je me pose, je souffle et puis je réalise ce qui se passe? Même si j'atterris pas de tout ça, j'ai rien à faire ici. On a un match dimanche face à Lens. C'est pas si on a été champion et tout ça, on a célébré et tout. C'est vrai, ça reste dans la tête. Mais le footballeur, il vit au présent, quoi. La CAN, elle est passée déjà. Elle reste dans l'histoire, dans les petits papiers, tout ça. Mais dimanche, on a un match face à Lens, un derby. Donc, je suis déjà replongé dans ce match-là. Je prépare ce match-là. Et ça te donne de l'appétit pour jouer, évidemment, des dimanches contre Lens? Ouais, bien sûr. Beaucoup de force, beaucoup de confiance. Beaucoup de sérénité aussi pour affronter. Et une bonne disposition pour préparer le match de Lens, on va dire. Est-ce que tu peux, juste un dernier truc là-dessus, à moins qu'il vous en ayez d'autres, mais est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ton surnom? J'ai vu passer Wourourou, c'est ça? Wourourou, ouais. Wourourou ou que Wourou du coup? Wourourou. Ok, et c'est lié à quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi on t'a donné ce surnom? C'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui bouge beaucoup, tu vois. Parce que à chaque fois quand je rentrais pendant les matchs et tout, on voyait tout ce que j'apportais quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, remuant, tout ça, tu vois. Quelqu'un qui court beaucoup, qui fait des efforts, voilà, c'est un peu ça. Qui apporte un nouveau souffle, une nouvelle énergie, toujours en train de bouger, en train de remuer, tu vois. C'est de là que vient ce nom, Wourourou. C'est comme ça que tu es finalement aussi ici, dans un groupe en général, c'est ton credo, d'amener du dynamisme, de l'énergie, c'est ton truc. Ouais, j'aime bien. Ouais.
peux nous dire un mot sur le match de dimanche du coup c'est Lens à la maison, l'équipe, alors t'étais avec ta sélection mais t'as forcément suivi, l'équipe reste sur des résultats compliqués. Comment tu vois ce match de dimanche et puis l'adversaire qui va vous attendre à demain? Après je suis les performances de l'équipe depuis la CAN. Après notre victoire face à Monaco, j'étais très content, je me disais que on était dans une bonne forme et tout ça, ça allait continuer. Parce qu'on a battu Monaco à domicile. Mais après, il y a eu des mauvais résultats qui ont suivi. Et là, on sait tous que Lens, c'est une bonne équipe. En plus, on avait perdu à l'aller il n'y a pas trop longtemps, je pense. Donc, c'est une bonne équipe. À nous de se préparer pour ce match-là. Ça ne sera pas facile, comme tous les matchs d'ailleurs. Mais ça sera à nous de trouver les clés possibles pour déverrouiller les portes de cette équipe-là. Et je pense qu'on se prépare comme il faut, avec le coach et le staff, tout ça. On va mettre des choses en place et on va essayer de les renverser. Est-ce que toi, tu vas essayer d'apporter ta fraîcheur? Parce que l'équipe a un creux, elle reste sur 2 défaites, contre Toulouse 2-3, puis à Lorient dimanche dernier. Et toi, tu arrives avec cette euphorie, cet enthousiasme, cette fraîcheur de cette victoire extraordinaire. Est-ce que tu veux apporter ça aussi? Tu vois, un groupe qui est un peu dans dans le creux, mais est-ce que tu as envie d'apporter ça? J'ai envie d'apporter ça, je pense que je dois apporter ça. Je pense que je dois apporter ce petit truc en plus là. Surtout que moi j'arrive avec un peu plus de confiance par rapport aux autres. Moi je sors d'une victoire et eux ils sont restés sur quelques défaites je pense. Donc il faut que j'arrive à apporter ce truc là de nouveau quoi. Une nouvelle énergie, de l'enthousiasme, de l'efficacité aussi. Donc voilà quoi. Par rapport sur le plan physique, j'ai sous les yeux le temps de jeu que tu as eu, tu as été titulaire contre la Guinée équatoriale, donc tu es rentré en quart, 37 minutes, tu es rentré 20 minutes en finale. Tu te sens au niveau du rythme, ça va? Ouais, ça va. Ça va, j'ai pas joué le premier match. Le second match, je suis rentré à 15 minutes 10 de la fin, je pense. Le troisième match, j'ai fait 85 minutes face à la Guinée équatoriale. Et face au Sénégal, j'ai fait 60-70 minutes, plutôt. En cas, j'ai 47 minutes. 47, ouais, en plus des prolongations, tout ça. Le demi, j'étais suspendu. La finale, j'ai fait, je crois, toutes 20 minutes, un truc. Donc ça va. Ça va, j'ai pas. Ouais, je peux enchaîner. Je suis pas fatigué, pas tellement fatigué. Voilà, mais ça va. Je pense que je peux enchaîner. Et sur le plan football, sur le plan du jeu, ce qui m'intéresse beaucoup, contre la Guinée équatoriale, il faut le dire, le seul joueur qui a surnagé dans ce match, c'est toi. Tu étais côté droit. Je dis pas ça, c'est pas du chauvinisme, c'est la vérité pour ceux qui ont regardé le match. Tu étais côté droit, tu as fait vraiment un bon match. Tu joues souvent côté droit dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Ici, tu es plutôt vu, ou même complètement vu comme un avant-centre. Ouais. Le fait d'avoir les deux, d'avoir ça aussi sur le plan footballistique, qu'est-ce que ça t'a pour d'avoir ces deux corps de... Je pense que ça peut être que bénéfique pour moi. Quoi. Ça peut être que bénéfique pour moi déjà. Bon, en Côte d'Ivoire, on me connaît plus en tant qu'ailier droit. N'empêche que je joue avant-centre aussi là-bas. Mais là, on a un peu plus d'attaquants, on va dire. On a beaucoup d'attaquants, du coup. En plus, sur le côté droit, j'ai fait quelques belles apparitions, du coup, je suis resté là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas vraiment de questions sur ma position. Je suis côté droit. Même si les huitièmes de finale, le coach a voulu me mettre avant-centre, mais après, il a changé. Et ici, en club, je joue un peu plus avant-centre et tout. Mais moi, le plus important pour moi, c'est de donner le maximum, d'être disponible pour l'équipe. Si je peux apporter à l'équipe en tant qu'avant-centre ou en tant qu'ailier droit ou même ailier gauche et tout, moi, c'est pas un problème pour moi. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de donner le maximum et d'aider l'équipe à remporter des matchs. Alors, le petit point groupe habituel que d'habitude je demande à Alex qui est là. Le petit point groupe, c'est que Max est toujours blessé. Val a fait son apparition en adapté à l'entraînement, donc ne sera pas encore dans le groupe. Mais il est réapparu. Marshall s'est pété l'arcade ce matin à l'entraînement. Donc on va voir comment ça évolue. Et sinon, tout le monde va bien et tout le monde est de retour et est fit. Et Joseph ? Joseph, ça va. Il devrait être en mesure de pouvoir jouer. Il a pris une béquille, donc c'est pas encore entraîné. Mais il devrait pouvoir être sur le terrain demain et puis s'entraîner. La béquille n'a pas laissé de traces ou de déchirure ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de truc musculaire, c'était juste un coup. Ouais. Ok. Et
Et Marshall, t'espères quand même l'avoir avec une protection, un truc comme ça? Je sais pas, ça va dépendre du doc et ça va dépendre de l'évolution de son truc, mais on verra bien, je sais pas. Ouais. Ça marche. Bon, alors pour faire la transition avec ce qu'on vient d'entendre, qui était très réjouissant, voilà, je suppose que, qu'est-ce que toi t'en penses de ce qu'a fait Oumar dans cette CAN, notamment avec le but contre le Mali, et surtout qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de fraîcheur, voilà. Exactement les mots que tu viens de dire, je pense. Un peu de fraîcheur, un peu d'énergie, un peu à l'image de la personne qu'il est. C'est magnifique pour lui, c'est magnifique pour sa nation, c'est une grande fierté pour le club aussi. Donc on est tous très très fiers de lui, on est content de le retrouver. Et puis on espère qu'il va nous apporter ce petit boost d'énergie en plus et cette petite fraîcheur qui lui est propre. Donc à lui de continuer sur sa lancée, à lui de nous apporter ça. Tu l'as encouragé pendant toute la CAN, t'as essayé de le joindre un petit peu, vous êtes contacté un peu? J'ai laissé la plupart des joueurs faire leur truc et de vivre leurs émotions. On l'a réaccueilli hier un peu tous ensemble avec un repas, ce qui était sympa. Mais quand ils sont dans leur sélection, je préfère pas les emmerder avec tout ce qui est autour. Ils ont une compète à gagner, ils l'ont fait, donc félicitations à eux. Est-ce que tu penses, comme je lui ai demandé, tu as peut-être vu, que ça peut le faire grandir d'un coup, parce qu'il a vécu un nombre d'émotions, un truc de malade. Il est revenu d'un 0-4 où il était mort, il pleurait à partir et tout. Il met un but capital en quart de finale, une jolie talonnade. Il gagne la finale. Il est coté. Il y a aussi le plan football où il joue plutôt ailier droit, comme il a expliqué avec la Côte d'Ivoire, il est plutôt avant-centre. Est-ce que tout ça, tout ce qu'il a vécu, ça peut le faire grandir vraiment plus vite que prévu, quoi? Parce que c'est un jeune joueur qui a que 20 ans. Déjà, je trouve qu'il a beaucoup grandi sur les 6 premiers mois qu'il a été ici. Mais c'est sûr que gagner une CAN, c'est pas anodin. Ça change une vie, ça change une carrière et ça change ça change un personnage aussi. Donc, j'en ai aucun doute que ça va le faire grandir et il a une marge de progression qui est folle. Donc, ça c'est super intéressant. Mais comme tu dis, gagner une CAN, c'est quelque chose. Et tu deviens quelqu'un au pays, tu deviens presque un icône, donc c'est bien, il va vite progresser, mais comme je le dis, il était déjà sous net progrès avec nous aussi, donc à lui de garder la ligne de conduite. Et sur son positionnement, sur son positionnement, le fait qu'il soit ailier droit avec la Côte d'Ivoire, plus souvent, et puis avec vous ensemble, c'est un avantage aussi, c'est une richesse d'avoir cette polyvalence, comme tu le vois. Ah ouais, non, clairement, au plus il peut être... au plus il sait s'adapter dans sa position, au plus de chances il va avoir de jouer. Je crois qu'il connaît la concurrence qu'on a sur notre côté droit ici à Reims, c'est les options qu'on a devant. Donc la question est un peu moins délicate quand il est en sélection. Mais je le dis, c'est surtout l'énergie, la puissance qu'il apporte dans le jeu qui va nous être importante et qui va nous être bénéfique. Donc peu importe où il joue, je pense qu'il va toujours apporter un truc en plus. Tu parles d'énergie, tu parles de puissance, c'est deux de ses grosses qualités quand il est sur le terrain. Est-ce que quand on a un joueur qui a vécu un tel événement avec une telle effervescence, la dimension émotionnelle, psychologique que ça incombe de gagner une CAN chez soi, pour son pays, et de rebasculer quelques jours après dans le quotidien, le club, est-ce qu'il y a une vigilance particulière à mettre en place parce que c'est un jeune joueur, parce qu'il y a tous ces éléments psychologiques, émotionnels, physiques qui rentrent en compte? À part une vigilance physique et une adaptation sur les séances et une charge de travail qui est forcément adaptée, on serait bête de le freiner, de l'empêcher de continuer sur une lancée qui est hyper positive forcément. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a adapté hier, on l'a adapté aujourd'hui et on va continuer à évaluer sa situation, mais encore une fois, s'il est fit et s'il a la même énergie que sur la fin de la CAN, on serait bête de pas l'utiliser. Tu comptes normalement il sera logiquement avec toi dimanche? Si tu lis entre les lignes, Oumar va jouer dimanche s'il ne se blesse pas d'ici là.
Le match de dimanche, justement, comment s'est passée la semaine? On était à Lorient, on a discuté là, de cette période un petit peu plus compliquée. Toi, les joueurs, vous l'avez verbalisé. Tu disais qu'il fallait basculer dans le travail, ne pas rester solidaire, essayer de ne pas gamberger sur ce qui se passe, mais regarder devant. Est-ce que le credo de cette semaine, ça a été aussi ça, justement, pour bien préparer Lens, du coup? Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, il faut un peu remettre les choses dans leur contexte. On a certes fait 3 résultats qui étaient moins bons ou moins positifs que sur la première partie. Il y a un tas de raisons qui peuvent expliquer ça, il y a un tas de choses qui peuvent être là derrière. Je ne vais pas chercher d'excuses, je ne vais pas chercher quoi que ce soit. On n'a pas été bon, c'est tout. Je pense que chaque équipe en Ligue 1 on a connu des matchs comme ça. Nous, malheureusement, elles se sont enchaînées. Je pense que c'est la première fois depuis que je suis là qu'on a fait 3 résultats ou une série de résultats qui sont un peu moins positifs. Mais il ne faut pas se crier au scandale, il ne faut pas chercher de midi à 14h ce qui ne va pas. À nous de trouver les clés pour être le plus frais, le plus énergique possible, chose qu'on n'a pas forcément été sur les derniers matchs, et de retrouver un bloc et un équilibre collectif qui va nous permettre de gagner des matchs, parce que je pense que le truc le plus frappant, c'était à quel point on était explosé dans tous les sens, et les distances n'étaient pas bonnes quand on n'avait pas le ballon, le manque de fluidité qui nous représente pas du tout quand on a le ballon, et qu'on s'est pas reconnu nous-mêmes, et on n'a pas reconnu le stade de Reims qu'on a tous envie de voir, je pense, sur le terrain. Donc il y a certaines bases et certaines choses non négligeables qu'on doit faire. C'est pas normal et on en a discuté, que Lorient court 6 km de plus que toi sur un match. C'est pas normal qu'il y ait des éléments aussi flagrants que ça. Mais encore une fois, ça c'est à nous le staff et à nous le groupe qu'on est, à remédier à ça. Et ce n'est qu'ensemble qu'on va le trouver. Donc on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, on s'est bien entraîné, même si j'étais pas là sur le début de la semaine à cause des cours avec la licence pro. Mais depuis hier, on s'est vraiment focalisé sur ce match de Lens, et on va essayer de remettre les choses au clair, calmement, tranquillement, sans tirer une sonnette d'alarme qui n'a pas lieu d'être. Et on va juste essayer de regagner des matchs et de reprendre des points. Est-ce que dans cette nécessité de rebond, sans revenir sur tout ce que tu viens de dire, Lens, formation qui joue la Coupe d'Europe, qui a joué hier soir, c'est un bon test pour jauger de la capacité des réactions? Tu disais que de toute façon, tu n'étais pas surpris de la réaction qu'avait eu ton équipe en deuxième mi-temps contre Toulouse. Tu sais que ton équipe elle est capable de répondre. Lens, c'est un bon moyen d'être fixé sur pas mal de choses. Je pense que c'est une super bonne équipe et un collectif qui est européen au jour d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a... Je sais pas s'il y a vraiment un bon match ou des moins bons matchs ou des trucs intéressants à jouer, parce que si tout le monde t'avait dit là on joue Lorient, Toulouse et Nantes, il faut prendre 9 sur 9, sauf qu'au contraire, non, on a galéré et on s'est un peu planté une balle dans le pied. Donc je crois qu'il n'y a pas de bon ou mauvais match à jouer. On sait que c'est une très bonne équipe, on sait ce que nous on doit faire pour être bon aussi, et c'est des choses qu'on a tout simplement pas su faire ou pas su mettre en place sur les derniers matchs. Encore une fois, il n'y a pas un questionnement ou une remise en question énorme, ça fait partie du foot. On va encore perdre des matchs malheureusement, on est toujours que le stade de Reims, comme je le dis depuis le début, et ça peut saouler pas mal de monde, mais la vérité elle est là. Mais je le dis, Lens, c'est une super bonne équipe. Je pense que le stade sera plein, il y aura une ambiance de feu, donc ça va être top, et à nous de rendre le match intéressant aussi. Justement, le stade sera plein. On sait que les Lensois se déplacent souvent nombreux, beaucoup. Est-ce que c'est un élément dans l'approche du match qui la rend différente, justement, le fait de savoir que y aura plus de monde, et notamment possiblement beaucoup de Lensois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde avec les joueurs ou pas? Non, pas forcément. Je pense que tout le monde sait que quand tu joues une grosse équipe, il y a une ambiance particulière à Delaune. On en a déjà joué beaucoup des matchs comme ça, donc on sait que ça va être un gros match, on sait qu'il y aura cette ambiance particulière, et à nous de la gérer, et à nous de faire en sorte qu'on puisse avoir le maximum de monde avec nous et que ça fasse un maximum de bruit. Parce qu'encore une fois, je sais que je le répète souvent, mais c'est bien de gagner à domicile, et c'est quelque chose à vivre aussi. Il y a un goût aussi de revanche, mais des guillemets, par rapport aux dernières sorties à la maison, chez toi, chez tes joueurs, de montrer autre chose? Ah oh non, clairement. Moi, je présente mes excuses aux supporters qui étaient là et qui ont fait le déplacement à Lorient, parce que c'était pas digne du stade de Reims, c'était pas digne de mon équipe non plus, et c'est pas ça que je veux voir et que eux veulent voir, mais j'en suis le premier conscient.
Et on a envie de leur rendre quelque chose, on a envie de leur donner du plaisir aussi, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais je pense ils ont compris ce qu'on voulait faire, et il y a des moments où ça va être plus difficile. Là pour l'instant c'est le cas, mais c'est ce que je disais, il faut rester unis, il faut rester solidaire, et ça fait un peu romantique et bateau et complètement bidon comme réponse, mais la vérité elle est là quelque part, je pense. Je rebondis sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu étais parti dans le cadre de ton licence pro, donc l'équivalent du BEPF, en début de semaine. Tu veux savoir où j'étais ? Non, je te pose sur le Excellent. Je pas dit ça. Non, je voulais plutôt savoir ce que ça t'apporte, ce que ça t'apporte, déjà cette formation d'un point de vue vraiment sur le fond, et puis le fait d'y être allé justement après 2 défaites comme ça, est-ce que ça t'a permis aussi peut-être de t'aérer un peu voilà. Ça m'a permis de voir autre chose. Les cours se finissent bientôt, j'ai un projet à rendre. J'ai été à Brentford, passé 3 jours avec le staff technique de Brentford, qui m'a chaleureusement et très très bien accueilli. C'était hyper intéressant et enrichissant. Ils préparaient leur match de ce samedi contre Liverpool, donc c'est autre chose à voir. Est-ce que le timing était idéal ? Forcément, quand tu as perdu 2 fois d'affilée, c'est jamais top, mais ça fait partie du cursus, ça fait partie des choses que je dois encore vivre et apprendre. Mais comme Oumar à la CAN, j'ai vu d'autres choses, j'ai pu observer pas mal de choses intéressantes, donc on va partir là-dessus, on va essayer de gagner le match dimanche. Mais non, intéressant, ça l'était très certainement, et merci à eux de leur accueil, parce que c'était top. T'as l'impression Comment ça se passe concrètement dans ces cas-là? Ils t'intègrent aux séances, tu les accompagnes, t'es avec l'entraîneur pour les séances, dans leur préparation, tu regardes leur préparation d'entraînement, voilà, concrètement comment ça se passe? Non, mais en gros, ça fait partie du cursus, tu dois passer 3 jours à l'étranger, dans un club étranger, et suivre le quotidien d'un autre staff, voir quel principe ils ont, quelle méthode de travail ils mettent en place, un peu tout. Donc j'étais là à 8h le matin, il y a les trucs les plus classiques au monde, le petit-déj, les réunions d'avant-entraînement, les vidéos, les prépas, etc. Et tu vis le truc comme si tu étais avec eux, tu observes l'entraînement, tu regardes ce qui se passe, tu prends les idées et puis tu échanges avec eux tous les jours. J'ai présenté notre projet de jeu ici, j'ai présenté ce que j'essaye de mettre en place. Et puis il y a un échange qui est hyper enrichissant, hyper intéressant. Donc non, sincèrement, je me plains souvent des cours et j'aimais pas aller à l'école, mais là c'était plutôt pas mal, donc c'est cool. Mais j'étais pas à Londres pour d'autres raisons. En termes de timing, tu préparais venir pour la préparation d'un match contre Liverpool, pour le coup, t'es bien tombé. Ah ouais, non, clairement, quand tu vois leur séance d'entraînement, tu vois les vidéos, ils sont en train de préparer pour jouer contre des mecs comme Mo Salah s'il revient de blessure, comme Darwin Nunez et Szoboszlai, c'est autre chose. C'est impressionnant et ça donne envie de progresser, de faire plus et d'apprendre et de continuer sur cette pente ascendante. Et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Donc non, c'était top. T'as l'impression justement de progresser à travers des jours comme ça, au contact des gens comme ça, de t'enrichir, de progresser vraiment? Ah non, mais je serais le plus grand des cons si c'était pas le cas. Hein. Il faut prendre un maximum de choses en compte, et j'ai appris de nos derniers matchs aussi. Je sais ce qui n'a pas été, on a observé ce qui avait été, même si c'était pas forcément beaucoup. Mais non, je le dis, j'ai que 31 ans, hein, donc je vais encore apprendre, je vais encore voir des choses, et je vais encore commettre des erreurs. Et, c'est la vérité, c'est l'histoire qui commence à casser les couilles à tout le monde, je pense, mais c'est la vérité. Non, mais justement, je rebondis là-dessus, parce que moi, c'est qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est tactique, foot, tout ça, tu connais. Et dans le match d'avant, celui que vous perdez contre Toulouse, j'ai l'impression que tu as regretté, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, même si j'étais pas à celui-là, tu as regretté d'avoir commencé par un 4-4-2 losange, avec qui finalement n'a pas forcément... Non, j'ai regretté certains postes et certaines occupations d'espace qu'on n'a pas su occuper correctement. Mais le plan de jeu en deuxième mi-temps n'était pas forcément différent de celui en première mi-temps. Donc la preuve en est que le problème n'était pas forcément là. Non, après, ça manquait de tout, ça manquait d'énergie, ça manquait d'impact, ça manquait de liant dans notre jeu. Et encore une fois, il y a 1 million de raisons qui expliquent cela, je dois pas les redire, mais on a passé les 6 premiers mois de la saison, de juillet à
à décembre en ayant travaillé pendant 2 mois intensivement sur un plan de jeu, sur certains principes. Et on sait que les choses changent forcément pendant un mercato. Donc, encore une fois, tu ne crées pas une équipe et tu ne retrouves pas un équilibre en 10 jours de temps. Les choses ont changé. Maintenant, on est sur une autre dynamique. On va essayer d'en recréer une nouvelle. Et ça va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais ça prend un peu de temps. Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Est-ce que dans cette nécessité d'équilibre, du coup, il y a eu Benjamin qui est arrivé au milieu, le profil, Sergio Akimé sur le côté qui a aussi un profil différent de ce que peut être Thibaut par rapport notamment aux recrues. Il y a aussi besoin d'un temps d'adaptation, malgré tout. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas une recette miracle où tu déposes un mec dans une équipe et ça marche comme ça. Regarde Azor à Rennes, il n'a pas joué les quelques premiers matchs et puis il a profité d'une blessure pour rentrer dans l'équipe et puis petit à petit ça va se faire. Mais les joueurs s'adaptent à nous, on s'adapte aux joueurs et on essaye de retrouver un cadre où tout le monde est confortable et où tout le monde est capable de prester à un niveau élevé. Mais je le répète, c'est une tâche qui se fait pas du jour au lendemain et qui n'est pas forcément facile à faire non plus. Et l'avantage que tu as pendant l'été, c'est que tu as 2 mois de prépa pour faire les choses correctement. Donc voilà, il n'y a pas... je l'ai dit au début, il ne faut pas chercher de midi à 14h, c'est assez simple. Et sans rentrer dans les détails tactiques, tu ne vas pas nous donner ta compo pour dimanche, mais est-ce que ça implique aussi, pour retrouver cet allant, ce dynamisme, cet équilibre, d'avoir une certaine continuité ou d'instaurer un schéma directeur ou un fil conducteur en termes tactiques sur la durée pour que ton équipe elle retrouve tout ça? C'est ce qu'on pensait et on a enchaîné 3 matchs ou 2 matchs avec un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Mais la vérité, c'est qu'on encaisse beaucoup trop de buts. On prend des buts de carnaval par moment et qu'on ne peut pas se permettre de concéder. Je pense que tout le monde en est conscient. Encore une fois, on en a discuté. Donc c'est oui, on veut être positif et oui, on veut aller de l'avant et on veut mettre en difficulté l'adversaire. Mais la réalité du truc, c'est que si tu encaisses des buts et que tu n'es pas capable d'en marquer de l'autre côté, il y a un moment, il faut être un peu plus pragmatique. Et je dis pas qu'on va garer le bus parce que ça, je le ferai jamais dimanche. Mais c'est juste question de quand est-ce qu'on va presser, qui est-ce qu'on va presser, dans quelle zone, etc. Et pour les nouveaux joueurs, c'est pas mal d'informations à digérer. Et les autres doivent s'habituer à comment lui presse, parce que c'est pas forcément la même façon de presser ou de courir. Donc voilà, je pense on est en cours de travail. Et ce travail va porter ses fruits à un moment. C'est juste que la réalité du foot, c'est que t'as pas beaucoup de temps, et si tu gagnes pas, les gens commencent à se prendre la tête et à se poser des questions. Mais je suis toujours la même personne que j'étais en début de saison, je suis toujours aussi con, sans doute. Non, on veut juste faire les choses bien, on va essayer de faire les choses bien dimanche. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on va continuer à chercher et à travailler. Mais c'est surtout par rapport aux supporters, faut pas dramatiser le truc. Je sais que c'est chiant et je sais qu'on a envie d'être positif. Mais on a envie de leur rendre quelque chose, et moi le premier. Sans chercher midi à 14h, même si c'est une belle expression. Non, moi j'aime beaucoup aussi. C'est un peu désuet, mais moi j'aime beaucoup. J'ai remarqué quand même un truc si on prend vos 4 résultats en Ligue 1, je mets un truc de côté, depuis le début de l'année, Seville, vous avez gagné à Monaco, fait nul, et donc 2 défaites. Et la victoire à Monaco, c'était avec une équipe décimée, où il y avait 8 ou 10 absents à cette victoire. Et finalement, les 2 défaites, là, c'est au moment où tu as commencé à récupérer quasiment tous tes joueurs. La dernière fois, il manquait plus Koumar en gros. Comment tu expliques est-ce que c'est paradoxal? C'est paradoxal, non, pas du tout. C'est l'équipe qui avait sur la première partie de saison, qui connaissait absolument tous les principes, qui connaissait tous nos bases, qui étaient à Monaco, même s'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué sur la première partie de saison. Ils étaient sur toutes les séances d'entraînement, ils savaient exactement dans quelle direction on allait. Et là, les choses sont légèrement différentes. Mais encore une fois, c'est pas une excuse, c'est parce que ça, c'est notre travail et on doit l'intégrer au plus vite. Mais c'est juste la réalité du truc, je crois. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que de l'extérieur, certains, dont je ne fais pas partie, ont pu sous-estimer la perte que représente Azor Matuziwa dans la recherche de l'équilibre, et que vraiment c'est comme plus compliqué, parce que quand je dis de l'extérieur, je pense surtout aux supporters, même s'il a été remplacé par un très bon joueur,
Voilà. Est-ce que vraiment la fameuse recherche de l'équilibre dont tu parles tout le temps, elle est difficile quand tu perds forcément un joueur comme ça? Est-ce que certains ont un peu sous-estimé ça? À l'extérieur, je sais pas. Si tu me le diras mieux que moi, je lis plus trop les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Sinon, c'est à suicider, je crois. Mais à l'intérieur du club, on le savait. Je pense qu'on a été très ouvert et très honnête là-dessus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique non plus à l'intérieur du club. On en a encore discuté ce matin avec Mathieu, on en a discuté avec le presse quand il est venu sur la séance. Ça fait partie du club, ça fait partie de l'ADN du club aussi, et à nous de trouver une certaine forme de régularité ou de continuité dans tout ce qu'on fait. Mais c'est forcément pas négligeable, mais ça ne doit pas non plus être la fin du monde ou une excuse plus importante qu'elle doit l'être. Mais ça ne nous empêchera pas d'essayer de continuer de gagner des matchs. Est-ce que c'est dur de faire abstraction de ce qu'on lit à l'extérieur? Tu parlais des réseaux sociaux, est-ce que c'est compliqué de se mettre dans une bulle et de ne pas regarder justement ce qui peut être écrit sur soi? Dur, non, mais... Essentiel en tout cas? Ouais, c'est important, sinon vraiment tu as envie de te pendre. Mais non, ce qui est gênant, mais ça fait plus partie de... C'est hors foot. Tu vis dans un monde social où tout le monde a le droit de parler sur tout le monde a un avis sur tout, et tout le monde se permet de critiquer ou de dire n'importe quoi sur n'importe qui à n'importe quel moment. Mais ça, c'est plus le contexte social et la vie sociale dans laquelle on vit. Je pense que au bout du bout, on est tous des êtres humains, et moi le premier. Je déteste la critique, personne n'aime la critique, ça c'est normal, mais je pense que je l'avais dit au début de saison. Là pour l'instant, à l'instant au début de saison, tout le monde était positif, et moi j'étais le jeune entraîneur qui avait plein d'espoir ou je sais pas quoi, et je savais que quand t'allais perdre 2 matchs, la terre allait se retourner, et que ça fait partie du truc. Donc c'est pour ça que je te dis, je me prends pas la tête non plus. C'est pas agréable à savoir parce que tu sais que c'est là, c'est pas agréable à lire quand t'as le malheur de tomber sur un truc. Mais il faut pas dramatiser, faut pas trop se prendre la tête. Malheureusement, le monde dans lequel on vit est fait comme ça. Les réseaux sociaux et la vie de tout le monde compte apparemment, donc tu t'adaptes, tu fais avec. Mais vous inquiétez pas pour moi, je suis bien entouré, j'ai une belle famille, j'ai plein de choses autour de moi qui me permettent d'être positif, et je le serai toujours. Et je pense que les gens intelligents ou les gens qui ont un minimum de savoir-faire dans le foot et de compréhension du monde dans lequel on vit en sont conscients, et je pense que tous les gens au club le sont. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alarme à tirer ou à s'inquiéter plus que ça. On est là où on en est. Tu te sens personnellement plus exposé aujourd'hui par rapport à ce que tu viens de dire, ou comment ça glisse? Tu fais en sorte que ça glisse? Non, mais c'est comme ça partout. Je crois que c'est Thierry Henry qui l'a dit dans une interview. Tu te demandes jamais comment le coach y va. Parce que le premier responsable quand l'équipe perd un match, c'est le coach. Donc tu sais que ça fait partie du jeu. Et je sais que ça fait partie du truc, et ça me... Je vais pas dire que ça ne m'affecte en rien, parce que c'est comme j'ai dit, c'est jamais agréable. Ça fait partie du truc, et je vais pas me prendre la tête. J'ai envie de gagner des matchs, et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais je sais qui est là, je sais qui est important, je sais que l'équipe est sur un chemin qui va nous mener vers des choses plus positives que là pour l'instant. Mais encore une fois, c'est pas la fin du monde, c'est pas un drame non plus. Oui, mais comme on dit souvent, les joueurs disent on peut ressortir plus fort comme ça de moments difficiles. Je suppose pour un coach c'est pareil, quand on a un creux comme en ce moment, comme l'équipe a un creux comme en ce moment, au moment où on en sort, on va en sortir plus fort. C'est ça que tu te dis, non? Ah, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je suis pas moins fort aujourd'hui que je l'étais hier. Au contraire, je suis plus fort, et l'équipe est plus forte, et on va en sortir sans aucun problème. Sur le match de dimanche, je reviens un peu à l'ambiance générale. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Julien, mais il y a eu beaucoup de com fait par le stade ici pour en gros que les supporters du stade récupèrent un peu de l'aune, surtout sur ces matchs, surtout comme celui-là à Lens. À midi, la billetterie et le grand public était d'ailleurs pas encore ouverte. C'est que du côté de Lens, ça a un petit peu crié. L'idée étant qu'il y ait le moins de 100 heures possible en dehors du parquage. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative, toi, du stade,
voilà, pour que les supporters du stade réinvestissent un peu de l'eau. T'en penses quoi de cette initiative-là pour ce match-là? Ouais, c'est top. Hein. Moi, au plus il y a de rouge et blanc dans le stade, au mieux c'est. Donc, il y a un parquage visiteur qui est prévu pour ça. À Lens, on pouvait y aller, puis on pouvait pas y aller. Je sais que ça n'avait rien à voir avec le club de Lens, mais c'est le foot. Enfin, je veux dire, si tu te déplaces, tu sais que tu dois aller dans le parquage visiteur. S'ils veulent venir dans nos parties, ils sont respectueux. Et c'est la beauté du football, je pense. Mais non, l'initiative du club, elle est positive. Au plus il y a de rouge et blanc, au plus il y a de mecs de Reims, au mieux c'est pour nous, forcément. Mais je peux comprendre la frustration ou la déception de certains. Mais ça fait partie du foot d'aujourd'hui, je pense. Moi, j'ai une dernière question sur un événement extérieur qui s'est passé hier, qui fait beaucoup parler dans le monde de la Ligue 1. Kylian Mbappé. Voilà, avec mes gros sabots. Voilà. Et toi, comme coach, son départ qui est acté, est-ce que ça t'attriste? Vous avez fait qu'il ne mettra plus de triplé comme il l'a fait parfois. Merci de me le rappeler, mec. Non mais, de toute façon, je te rappelle, mais voilà, qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion, son départ? Est-ce qu'il va manquer à la Ligue 1, forcément, son niveau, son aura, tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Indéniablement. Quand tu as un des meilleurs joueurs sur la Terre qui dit qu'il va quitter la Ligue 1, c'est forcément pas la meilleure des choses. Mais après, je pense qu'il a rendu pas mal de bons et loyaux services, aussi bien à Paris, à Monaco qu'à la Ligue 1. Et il a fait des choses absolument incroyables. Et j'ai pas envie de le dire, mais le triplé chez nous était quand même pas dégueulasse. Et ça reste un extraterrestre qui va aller jouer dans les meilleurs clubs du monde. Et je lui souhaite plein de buts, plein de trophées parce qu'il le mérite. Et il y a un moment pour avancer, et son moment est venu pour avancer, pour aller vers d'autres cieux, et je lui souhaite le meilleur.